Bonjour, merci de m'accueillir, ravi d'être là. Le vivant n'est jamais très loin, vous voyez, même dans les salles de cinéma, donc c'est plutôt rassurant, c'est plutôt rassurant. Alors, allons-y. Donc, du coup, je vais vous parler de ce temps de la robustesse. Alors ici, je commence avec cette photo, je vais tout de suite passer à la diapo suivante. Cette photo qui, vous voyez, quand on regarde cette photo, en fait, on est attiré par les petites plantes vertes, les petites feuilles rouges. Vous voyez, c'est la partie vivante de la photo et on oublie un peu que, cette photo, en fait, c'est une forêt qui a brûlé et donc tous les arbres sont calcinés. Donc ça, depuis 1 ou 2 ans, hein, oui, c'est une forêt qui est en train de renaître. Mais en fait, l'œil humain est attiré par la pulsion de vie. C'est ça que ça veut dire, hein. C'est en fait, on ne voit pas tellement, les désastres, en fait, on voit plutôt, ce qui revit. Ça, c'est ce qu'il y a, en nous, hein. On est plutôt, drivé, par ça. Alors en fait, faut pas oublier, hein, bien sûr qu'il y a des arbres qui ont brûlé, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un peu ces 2 mondes-là et là, ce que je voudrais vous ouvrir, c'est justement voir les deux aspects, ou les 2 faces de la pièce, quoi. Alors si on regarde les arbres, calcinés, bah, c'est assez clair que c'est pas juste des forêts qui brûlent, hein, c'est tout qui brûle. On est dans un moment du burn-out planétaire, un burn-out humain, hein. En 2024, il y a un sondage qui disait qu'il y avait 2,5 millions de Français en 2024 qui avaient déclaré un burn-out, 11% de la population active. Donc là, ça devient du sérieux quand même et c'est juste le burn-out humain, mais évidemment que ça ne s'arrête pas là. Tous les jours, aux informations, on voit, un monde qui craque. Ça craque de tous les côtés. Alors on peut se demander, mais pourquoi, ça craque comme ça? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est un peu particulier, cette période-là? Alors en fait, c'est particulier, oui. Nous sommes dans une période, qui craque de tous les côtés parce que nous avons tout suroptimisé. Les systèmes suroptimisés sont fragiles et donc ça craque. Alors en fait, si on peut le dire avec, une boucle, un piège systémique en fait. Si vous voulez, je peux démarrer à gauche, hein. Si on commence par une crise, quand il y a une rupture quelque part, et bien évidemment, ça appelle le besoin de sécurité et ça, c'est normal, c'est humain. On a besoin de sécurité face à une crise. Ça appelle le besoin de contrôle et le besoin de contrôle appelle l'augmentation des performances. Donc, performance que je définis comme la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, quand il y a une crise, en général, on augmente les performances. Mais quand on augmente les performances, on dissipe les ressources. On épuise les ressources. Et donc, on crée la crise suivante. Et donc, le monde de la polycrise, le monde de la permacrise, bah, c'est le monde que nous avons créé parce que nous répondons toujours aux crises par plus de performance. En fait, on est addict à la performance. Il faut bien le voir, hein. Enfin, regardez votre journée, le trajet domicile-travail, comment on empile les assiettes dans l'armoire, tout ça, c'est soumis à l'injonction de performance, hein. Et donc, évidemment, la planification des vacances, les KPI, etc. Alors, comment on peut sortir de ça? En fait, si on prend le problème au sérieux, hein, si vraiment on a compris qu'on était dans ce monde du burn-out, qu'on était non seulement dans le monde du burn-out humain, mais du burn-out planétaire, hein, la question socio-écologique, bah, si on prend au sérieux ce que nous disent les scientifiques, c'est que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. On a tellement tout déréglé que le monde va être fluctuant pendant 2 ou 3 siècles et que les fluctuations vont augmenter au 21e siècle. Nous sommes rentrés dans le monde turbulent, dans le monde des tempêtes, donc comme je disais, hein, polycrise, permacrise, le monde VUCA, le monde banni, il y a toute une série d'acronymes pour dire ça. Et donc, faut prendre cette question au sérieux. Voilà, tout simplement, il faut endosser le fait scientifique qui nous dit le monde devient fluctuant, de plus en plus fluctuant. Et c'est des fluctuations qui dépassent les 10 derniers milliers d'années, hein, donc c'est quand même des niveaux de fluctuation qui vont nous surprendre. Donc, comment on fait pour vivre dans ce monde fluctuant? En fait, c'est la première question à se poser au 21e siècle. Vous voyez, j'ai mis un arbre ici, là, parce que, ben, comme les punaises de lit, les êtres vivants sont capables de vivre avec des fluctuations très fortes. Alors, comment font-ils? Ben, en fait, ça tient en un mot. Ce mot, c'est robustesse. Les êtres vivants sont robustes. Alors, c'est quoi la robustesse? Un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Donc ça veut dire que l'arbre, il est capable de résister au vent, mais il est aussi capable de résister aux gelées hivernales, aux sécheresses estivales. Enfin, son espace de viabilité est vraiment énorme parce qu'il est robuste. Il est robuste. Comment font-ils, ces êtres vivants, pour être robustes? Parce que ça, en fait, c'est évidemment, hein, que dans un monde fluctuant, il faut être plus robuste. Il faut ajuster son niveau de robustesse au niveau de fluctuation du monde. Mais comment font-ils? Eh ben, c'est là où c'est vraiment incroyable, mais les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et là, on commence à articuler performance et bien-être, hein.
Et en fait, alors je vais pas vous dire que les êtres vivants ne sont pas du tout performants, hein. Il y a des moments de performance chez les êtres vivants. Le moment de la chasse, par exemple, là, c'est vraiment le chemin le plus court, hein, de la lionne avec la gazelle. Là, oui, il y a des moments de performance, mais l'essentiel du temps du vivant, c'est du temps de robustesse. En fait, c'est très rare d'avoir des moments de grande performance. En fait, si vous regardez un système vivant dans son ensemble, comme vous regarderiez un réseau de neurones, hein, mais comme en fait à peu près tout système, hein, si vous regardez de façon un peu intégrale, ce que vous allez trouver dans ces systèmes robustes, hein, donc ces systèmes vivants robustes, bah, c'est la liste que vous voyez à gauche là, inefficacité, hétérogénéité, lenteur, incohérence, redondance, erreur, imprécision. C'est que des contre-performances qui ajoutent du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre, et c'est ça qui permet d'absorber les chocs et de créer un espace de viabilité duquel on peut se transformer. Voilà. Donc en fait, c'est ça, si vous voulez, le secret profond du vivant, c'est que les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Et nous, les sociétés humaines, on a plutôt créé des produits, des organisations qui sont performants avant d'être robustes. Donc on est à l'envers, hein, on est extraterrestre. Alors j'ai mon exemple favori que j'utilise tout le temps, mais qui est très pratique parce qu'on peut se l'approprier facilement, c'est celui de la température corporelle. Donc vous savez, on est à 37 degrés, ça c'est notre température de croisière. Et puis si on attrape un virus, on peut faire de la fièvre, on peut monter en température. Bah, si on mesure l'activité des enzymes, du métabolisme, du système immunitaire, bah, ce qu'on va trouver, c'est qu'à 37 degrés, notre corps n'est pas très performant. Notre système immunitaire n'est pas très performant à 37 degrés. Par contre, à 40 degrés, alors là, oui, là, il est très performant. En fait, vous boostez votre système immunitaire quand vous avez la fièvre. C'est l'inflammation qui fait ça, en fait, hein. Vous allez augmenter la performance de vos enzymes. Alors, en fait, vous voyez, le truc, en fait, je pourrais m'arrêter là. C'est qu'en fait, à 37 degrés, votre corps est sous-optimal, hein. Il n'est pas au maximum de performance, il n'est même pas à l'optimum de performance, hein. Il est bien en dessous. Donc, si on devait mettre une note, hein, c'est 10 sur 20, hein, voilà. À 40 degrés, alors là, par contre, bah, c'est vraiment, là, c'est la Formule 1, hein. Là, c'est vraiment très, très performant, mais très fragile, évidemment, parce qu'à 40 degrés, votre corps est très performant, mais vous n'avez plus du tout de marge de manœuvre. Enfin, vous en avez beaucoup moins en tout cas. Donc, si vous prenez une surinfection alors que vous avez de la fièvre, là, c'est compliqué parce que vous avez perdu les marges de manœuvre. Et donc, vous voyez bien où est le curseur entre performance et robustesse chez le vivant, hein. Vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés, qui est ce qu'on pourrait appeler, hein, le mode dégradé. Mais parce que c'est dégradé, mais parce que c'est robuste, voilà, c'est juste le mode robuste. Et vous allez passer quelques jours dans votre vie à 40 degrés. Et ben, le 40 degrés, c'est le mode performant, mais fragile. Et vous voyez bien que dans votre vie, c'est la robustesse qui prime. Alors, il y a plein d'exemples comme ça en biologie. Je voudrais quand même tout de suite aller dans le monde des organisations et dans le monde social, hein. Qu'est-ce que ça nous dit, ce petit message du vivant? Eh ben, tout simplement que ça fait 10 000 ans que les humains pensent que le progrès, c'est des gains de performance. Depuis qu'on a inventé l'agriculture, hein, grosso modo, la sédentarisation, la domestication, on n'a pas arrêté d'augmenter les performances des individus, des technologies, des organisations. Et ben aujourd'hui, cette courbe du progrès, on se rend compte que c'est une courbe en cloche. Plus on augmente la performance et plus on menace la viabilité de l'humanité sur Terre. Donc c'est très clair, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Oui, je le dis au futur, je le dis très tranquillement parce que c'est physiquement impossible. Si on augmente les performances, si on continue à augmenter les performances, eh ben on devient très spécialisé, très expert, très canalisé, et donc on est très adapté, très peu adaptable. Donc ça marche pas. Ça marche plus, surtout dans un monde fluctuant, hein. C'est que quand ça tangue, bah là, ça marche vraiment plus du tout, hein. Ça, c'est du suicide, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, faut basculer, il faut changer, voilà. Donc le progrès, dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, bah, c'est un progrès qui est guidé par la robustesse. Ouais, là, je ne fais qu'endosser le fait scientifique, hein. Le monde devient plus fluctuant, il faut être plus robuste. Pour être plus robuste, faut baisser en performance. Faut trouver un nouveau compromis avec la performance, où la robustesse passe en premier, la performance en second. Donc voilà, c'est un changement copernicien quand même. On est en train de quitter le néolithique, hein, on peut le dire comme ça, un peu brutalement, mais le néolithique, c'est quand les humains veulent contrôler la nature, l'agriculture, hein, domestication, tout ça. Bah là, on a perdu le contrôle. C'est l'ère des méga-feux, hein, on ne domestique plus le feu aujourd'hui, hein. Donc on est dans un moment où on a perdu le contrôle. Bah, dans un monde où on perd le contrôle, on fait plus de la performance, on fait d'abord de la robustesse. Et oui, hein, quand on est très robuste, eh ben, on diversifie, on explore, on expérimente, on est très adaptable,
très peu adapté. Vous voyez, c'est le contraire, hein. On ne peut pas être très performant et très robuste. Ça, c'est physiquement impossible, hein, quel que soit le système d'ailleurs, hein. C'est pas que chez les êtres vivants, hein, c'est dans tout système, ce n'est pas possible. Donc en fait, voilà, on va basculer, on va changer de monde. Alors comment on fait pour basculer? Ben alors la bonne nouvelle, c'est que le vivant nous offre aussi une façon, enfin en tout cas une illustration de comment un système peut basculer, comment on quitte ce monde de la performance. Ben là, vous avez l'exemple des nuées des tourneaux, là, c'est bien pratique parce que ça, c'est un exemple typique d'un système qui bascule, qui n'arrête pas de changer. Alors comment font-ils, ces oiseaux-là, pour se coordonner, pour tourner à droite, tourner à gauche, oui, sans faire de casse, hein, les oiseaux ne tombent pas, hein, donc en plus c'est voilà, c'est safe quoi. Alors comment ça marche ça? Eh ben, c'est très simple, hein, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont les premiers à être exposés aux fluctuations du monde. C'est les premiers à voir le prédateur, c'est les premiers à voir l'autre nuée d'oiseaux, c'est les premiers à voir la bourrasque de vent. Voilà. Ils vont se synchroniser à la périphérie et ils vont contaminer le cœur du système. Donc ça commence toujours par les marges qui contaminent le cœur. Et donc ça, c'est vrai pour les nuées d'oiseaux, c'est vrai pour les bancs de poissons et c'est vrai pour beaucoup de systèmes sociaux. Bah, ici, on est à la Cinémathèque, je peux citer Jean-Luc Godard qui disait « c'est la marge qui tient la page ». Bah ça, c'est vraiment là qu'il faut chercher. Donc ça veut dire que la veille, la veille technologique, la veille sociale, la veille économique, il ne faut pas la faire au cœur du système. Vous apprendrez rien. Au cœur du système, vous allez voir le vieux monde fossile de la performance. Il faut aller aux marges, voir des citoyens, des collectifs de citoyens, des entreprises, des associations qui sont déjà soumis à des fortes fluctuations et qui ont déjà inventé des systèmes robustes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça, on pourrait penser que c'est une fantaisie pour 2050. Non, en fait, ça a déjà basculé. Nous avons déjà basculé. Ces collectifs de citoyens existent d'ores et déjà, parce que les fluctuations ont déjà commencé à nous impacter. Juste pour le climat, juste pour vous donner un chiffre. En France, depuis 2000, la fréquence des événements climatiques extrêmes a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000. Donc nous sommes rentrés dans le monde fluctuant. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit dans ces marges? Alors c'est là où c'est très joyeux. En fait, on voit plein de choses. En fait, nous avons déjà basculé dans la robustesse. Donc c'est évidemment la bascule de l'agriculture intensive à l'agroécologie, hein. Depuis 20 ans en Europe, les surfaces en agroécologie augmentent chaque année, avec ou sans backlash écologique. En fait, on ne peut plus faire de l'agriculture intensive si on est un petit paysan avec une petite parcelle. C'est trop cher, c'est terminé, c'est périmé, si vous voulez. Donc ça, c'est pour l'agriculture. Et donc ça, c'est très robuste, évidemment, hein. C'est vous remplacer toutes les dépendances externes par de la biodiversité sur votre territoire, hein, sur votre parcelle. C'est l'économie de l'usage, l'économie du partage. Vous voyez, en fait, c'est un monde où l'impossible devient possible, le monde de la robustesse. Il faut bien comprendre que l'impossible reste impossible quand on reste coincé dans le culte de la performance. En fait, l'impossible devient possible parce que dans l'économie de la fonctionnalité, par exemple, je vais pouvoir dire que les objets haut de gamme sont au prix le plus bas. Ça paraît impossible. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans l'économie de la fonctionnalité parce que vous avez des objets qui doivent circuler, hein, c'est les biens en commun, c'est les bibliothèques d'objets, c'est les vélos partagés, c'est les voitures partagées. Ces objets-là, puisqu'ils passent entre plein de mains, ils doivent être robustes, mécaniquement, hein, notamment. Donc, c'est du haut de gamme, c'est du qualitatif. Mais par contre, j'ai accès à ça pour 1 €. Voilà. Donc, c'est le moins cher et c'est le plus qualitatif. Il n'y a aucun problème, hein. Ça, là, ça devient possible. Alors, il y a plein d'autres choses, hein. Le participatif, les conventions citoyennes, l'architecture participative, l'habitat partagé. Donc, énormément de projets comme ça qui sont déjà dans la robustesse. Donc, c'est là que ça se passe, hein. Et c'est ça qui va monter, évidemment. Parce que quand ça va fluctuer, c'est eux qu'on va aller voir. Alors, juste pour vous donner quand même un exemple et un peu un outil pratique, hein, une clé essentielle, c'est que quand vous construisez un modèle économique, un objet, un produit, une organisation, très souvent, quand on est dans le monde de la performance, on veut lutter contre les fluctuations. On fait des digues, hein. Ça marche pas. Parce que les fluctuations vont augmenter. Donc, on ne va pas construire des digues jusqu'à ce que ça marche pas, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut plutôt vivre avec les fluctuations. On ne lutte pas contre, on vit avec. Ça, c'est la robustesse. Alors, comment on fait? Là, je vous donne un exemple avec Arnaud Créteau, qui est un ingénieur énergéticien et qui a fait une boulangerie, vous voyez, avec un four solaire. Un four solaire, hein, c'est la techno la plus low-tech qu'on puisse imaginer. C'est juste des miroirs, hein, qui concentrent le faisceau lumineux et ça fait un four. Bon, alors ce qui est révolutionnaire dans son approche, c'est que sa boulangerie solaire, là, elle est localisée à Rouen.
Donc à un endroit où quand même il y a pas tous les jours du soleil, en tout cas pas tous les jours assez de soleil pour faire tourner un four solaire. Donc comment il a fait? Et en plus c'est une boulangerie, hein, où en plus on doit vendre du pain tous les jours. Donc comment on fait? Eh ben, vu qu'il a un four solaire, bah, déjà il cuit plus son pain la nuit, hein, évidemment. Voilà, c'est plutôt un conseil. Voilà, le jour, c'est mieux. Et puis, puisqu'il doit vendre du pain, mais qu'il n'est pas sûr de pouvoir faire du pain tous les jours, de pouvoir cuire du pain tous les jours, bah, il doit faire du pain qui dure longtemps, 7 jours, hein, qui ne devient pas rassis au bout de 24 heures comme la baguette standard. Donc, il utilise du levain de boulanger qui prend plus de temps, qui laisse le gluten se rencontrer tranquillement. Ben ça, en fait, ça veut dire qu'il a changé la culture de ce que c'est qu'une boulangerie. Il a déconstruit ce que c'est qu'une boulangerie. La solution au problème, ce n'est pas une solution technique, c'est une solution culturelle. En fait, c'est un boulanger qui utilise des levains moins performants, donc ce qui fait qu'il ne pétrit plus la pâte, hein, la pâte pousse tranquillement, ben, il n'y a plus besoin de pétrir le pain. Il cuit son pain le jour et il vend du pain qui dure longtemps, 7 jours, voilà, sans être assis. Et ben, il diversifie aussi, vous voyez, il torréfie des graines. Ben voilà, là vous avez la boulangerie la plus robuste de France. Il peut rien lui arriver, lui, parce que son énergie est gratuite. Vous savez que pour une boulangerie, hein, c'est la première faille d'une boulangerie, c'est le coût de l'énergie. Bah, son énergie est gratuite et il a inventé un modèle économique qui vit avec les fluctuations. Alors cet exemple d'une boulangerie, vous pouvez le décliner pour toutes les organisations. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'acquérir une culture de la variabilité. Nous sommes toutes et tous drogués à l'idéologie du monde stable et abondant en ressources. On est tous branchés sur du pétrole, hein. Bah, si on sort de cette idéologie, alors si on a compris qu'on était rentré dans un monde instable, on revoit complètement ces modèles économiques. Et donc, par exemple, vous avez Teled, donc, qui a été créé, cofondé par Arnaud et Loïc Perrochon. Teled, c'est une agence qui accompagne les entreprises pour changer leur modèle économique sur la base de ce qui varie le plus. Mais ce qui varie le plus, c'est pas forcément l'énergie, hein. Ça peut être les ressources humaines, ça peut être une ressource minérale, n'importe quoi. Mais ce qui varie le plus, ben, on construit dessus. Et donc, on vit avec les fluctuations. Ben là, en fait, là, on construit de la robustesse. De la robustesse économique, de la robustesse sociale, de la robustesse écologique. Parce qu'on est terrestre, on vit avec les fluctuations de son milieu. Alors, une autre clé, peut-être, c'est pour la tech, parce que je sens bien que dans le monde du numérique, on se dit, ah oui, est-ce que ça colle avec... est-ce que la robustesse et le numérique, l'IA, tout ça, est-ce que ça peut vraiment être compatible? Alors, c'est toujours pareil, c'est pas une question technique, c'est une question culturelle. Nous sommes en train de changer de civilisation. Donc, la chose qu'il faut voir, c'est la culture. Quelle est la culture qui va avec ce qu'on fait? Alors, sur la tech, c'est vraiment évident. En fait, il faut juste réaliser que nous avons tous et toutes été victimes d'un hold-up culturel. Au XXe siècle, ce hold-up, c'est de nous avoir fait croire que le monde de la performance est technophile. Il faut juste prendre une seconde de plus pour se rendre compte que le monde de la performance est profondément technophobe. C'est une évidence. En fait, si vous faites des technologies très performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes. C'est technophobe. Et en plus, ce sont des technologies de plus en plus complexes qui éloignent les citoyens de la technologie. Ce sont des technologies aliénantes. Ça, c'est doublement technophobe. Alors, dans le monde de la robustesse, qu'est-ce qui se passe? Bah, évidemment qu'on a plein de technologies aussi, hein, du numérique, de l'IA, tout ce qu'on veut. Hein. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est que ce soit des technologies qui soient au service de la robustesse du territoire. Donc, en fait, si on a des technologies qui sont très robustes, ah bah, bien sûr qu'on les garde. Mais ce n'est pas pour ça qu'on écrase les technologies plus anciennes. Par exemple, l'impression 3D, si ça rend les objets réparables à vie, on garde. Mais on n'arrête pas pour autant de faire des maisons en terre crue. On garde aussi. On veut de la technodiversité. On ne cherche plus la meilleure solution, on cherche le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Voilà, on veut une diversité de solutions techniques. Donc ça, c'est technophile. Et en plus, on veut que ce soit des solutions qui soient réparables, adaptables, évoluables par les citoyens. Bah, c'est le logiciel libre, par exemple. Voilà. Bah, ça, c'est technophile, c'est doublement technophile. Ce ne sont plus des technologies aliénantes, ce sont des technologies émancipatrices.
Et donc c'est tout simple, voilà, comment on allie, tech et robustesse. Il faut juste bien se poser les questions. Et vous voyez, c'est l'endoctrinement sectaire de la performance. Je pèse tous mes mots là, hein, endoctrinement, sectaire, performance. C'est vraiment ça, hein. Alors du coup, donc on arrive, voilà, à cet équilibre-là. Juste pour vous donner quelques petites clés, pour terminer. Donc c'est un changement de monde, hein, enfin vraiment, hein, c'est qu'on a été dans la performance, alors surtout ces dernières décennies, hein, on est allé très, très loin dans l'hyper-performance, dans l'ultra-performance. Bah, dans le numérique, vous avez certainement entendu parler de l'enshitification, l'emmerdification des plateformes. C'est que maintenant, ça devient tellement performant qu'il y a plus de pubs, plus de contraintes, de triple authentification, etc. Ça ne devient plus, c'est plus possible. Si on a une page internet, on ne sait plus si c'est une machine ou un humain qui l'a fait. Tout ça, c'est de l'emmerdification. Bah, ça, c'est typiquement de la performance contre-productive. Ça manque vraiment cruellement de robustesse. Bah, il va se passer ça. On va basculer vers plus de robustesse, y compris dans les outils numériques, évidemment. Alors, quelques outils. Alors, en fait, je voudrais surtout vous donner un outil. Ça va résonner très fort avec l'idée de School of Products. En fait, il faut réaliser que nos organisations, nos technologies, pendant très longtemps, on a imaginé que leur objectif, c'était d'être performant. Eh ben non. Si je prends une entreprise, par exemple, le but d'une entreprise, hein, si je prends juste l'aspect économique et financier, le but d'une entreprise, c'est d'être rentable. C'est dans la loi. C'est pas d'être performant, c'est d'être rentable. La rentabilité d'une entreprise, elle est corrélée à sa performance seulement si le monde est stable et abondant en ressources. Dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources, la rentabilité d'une entreprise est d'abord corrélée à sa robustesse, pas à sa performance. Les entreprises les plus performantes, ce sont les plus fragiles. Je vous liste pas là, bah si, enfin je peux quand même, hein. Nike, Stellantis, Boeing, Evergrande, enfin toutes ces très grosses boîtes, hein, hyper performantes qui sont en train de dévisser. Et dévisser, hein, littéralement. Bon, bah ça, c'est le monde de la performance qui est très fragile, hein. Donc c'est évidemment le monde de la robustesse qui vient. Alors, comment on fait? Voilà, l'outil que je voudrais vous partager, bah, c'est vraiment School. C'est que voyez vos entreprises, vos produits, vos organisations, d'abord comme des écoles. Quand on pense ces organisations comme des écoles, alors là, on est complètement dans autre chose. Alors ici, vous avez une plateforme, la Robustesse Power, qui a été créée par Gatien Bataille et Laurent Marceau, et qui donne des premiers outils, des posters, des écrits, des méthodes, voilà, pour créer des communautés apprenantes de la robustesse. Donc plutôt que de faire venir un expert vous parler de robustesse, quelques personnes dans vos groupes, dans vos entreprises, dans vos équipes, qui veulent enrobuster leur projet, ben, mettez-les ensemble, qui partagent, hein, qui fassent une petite école de la robustesse, et ça va vraiment transformer. Voilà, bon, je m'arrête là. Il y a des bouquins, si vous voulez creuser, le petit tract de Gallimard, 60 pages, c'est un texte d'intervention. Les 3 bouquins chez Audi Jacob, c'est plus en détail. Et puis des ressources en ligne aussi, et notamment un MOOC chez Sator, 20 fois une demi-heure de cours sur la robustesse. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre écoute.